Bonjour à tous les abonnés de Une retraite sereine. 3 ans. Ce n'est en rien une courte période pour qu'une blessure profonde, infligée par un amour, commence à cicatriser, pour qu'une douleur lancinante s'estompe de la mémoire, et pour qu'une femme, meurtrie par le divorce, apprenne à se tenir debout seule. Je croyais avoir réussi tout cela. Je m'appelle Sophie Dubois, j'ai 34 ans, et je suis professeur des écoles en maternelle. Je pensais pouvoir désormais esquisser un sourire serein si quelqu'un prononçait négligemment le mot « ex-mari ». Mais je me trompais. Le passé ne dort pas toujours paisiblement dans les mémoires. Parfois, il est enfermé dans une vieille valise, prenant silencieusement la poussière au fond d'un placard, attendant simplement que nous posions à nouveau la main dessus. C'était un week-end, le premier depuis longtemps où je pouvais souffler. Épuisé par le travail et l'éducation de ma fille, j'avais décidé de faire le grand ménage que je repoussais sans cesse. Ma fille, Léa, était justement chez mes parents, et la maison était d'un calme inhabituel. C'est en déplaçant le lit de la chambre pour nettoyer le sol que je l'ai découverte. Tapie dans le coin le plus sombre, une valise de voyage vert foncé. C'était celle de mon ex-mari, Julien Moreau. Mon cœur a raté un battement. J'avais complètement oublié son existence. Le jour de son départ, il y a 3 ans, m'est revenu en mémoire avec une clarté brutale. C'était aussi un après-midi de week-end. Nous ne nous étions ni disputés, ni criés dessus. Notre divorce s'était déroulé dans un silence effrayant. Il avait posé les papiers du divorce, déjà signés, sur la table et n'avait prononcé qu'une seule phrase. Une phrase qui m'a hanté en rêve pendant 3 ans. Je suis désolé. Je crois que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Plus faits l'un pour l'autre, après 8 ans de vie commune, un mariage, et tant de souvenirs de joie et de peine, il décrétait que nous n'étions plus faits l'un pour l'autre. J'ai demandé des explications, je l'ai supplié, j'ai pleuré, mais il est resté muet. Le regard qu'il avait ce jour-là n'était pas celui d'un homme dont l'amour s'était éteint. C'était un regard lointain, épuisé, empreint d'une profonde impuissance. Il a fait ses bagages très vite. Quelques vêtements, quelques affaires personnelles, c'est tout. Il n'a emporté aucun des objets que je lui avais offerts, ni nos photos, ni cette valise. Ce ne sont que de vieux vêtements, tu pourras les jeter, avait-il dit avant de tourner les talons, sans un seul regard en arrière. Et je l'avais cru. J'avais cru que son cœur m'avait réellement abandonné, que nos années ensemble n'avaient été qu'une illusion. J'avais cru que c'était un homme insensible et cruel. Ces 3 dernières années, j'avais essayé d'enfouir son souvenir au plus profond de moi. J'ai dû élever ma fille seule, supporter les messes basses des voisins et les questions pleines de pitié de mes amis. Pourquoi ce divorce, si soudain? Julien avait une liaison? Tu aurais dû être plus attentive envers lui. Je n'ai jamais donné d'explication. Je ne connaissais pas la réponse moi-même. Dès notre divorce, mon ex-belle-mère s'est empressée de raconter à tout le quartier que j'étais une mauvaise épouse, que j'étais trop absorbé par mon travail, que je délaissais mon foyer, et que son fils, épuisé, avait fini par partir. Même alors, je suis restée silencieuse. Je me contentais de serrer ma fille dans mes bras et de me faire une promesse. Je serai plus forte, plus résiliente, pour devenir le pilier indéfectible de ma Léa. Et j'ai réussi. Mon poste à l'école est devenu stable, et Léa grandissait, devenant chaque jour plus adorable et gentille. J'avais même commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, un médecin, Antoine Bernard, un homme doux, chaleureux, qui aimait sincèrement ma fille. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Ma vie semblait enfin avoir retrouvé sa quiétude. Mais cette vieille valise, son apparition soudaine fut comme une pierre jetée dans un lac tranquille. En la sortant, un nuage de poussière s'est envolé et la fermeture éclair était légèrement rouillée. Je me suis assise par terre, la fixant, hébétée. Il faut la jeter. Il faut jeter jusqu'au dernier vestige de ce mariage terminé. Il faut laisser le passé dormir, mais une curiosité inexplicable retenait ma main. Pourquoi avait-il laissé cette valise? Si elle ne contenait vraiment que de vieux vêtements, pourquoi ne pas l'avoir emportée? Et s'il y avait à l'intérieur quelque chose que je ne devais pas savoir? J'ai hésité. Ma raison me criait de m'arrêter, de jeter cette valise à la poubelle et d'oublier. Mais une partie de moi cherchait encore une réponse à sa rupture abrupte. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai pris une grande inspiration et, avec une épingle à cheveux, j'ai forcé la vieille serrure. Clic. Le couvercle s'est ouvert.
Une odeur familière de naphtaline m'a piqué le nez. L'odeur du passé. L'odeur du temps où j'étais encore la femme de Julien Moreau. Je m'étais préparé à affronter de vieux vêtements, des chemises qu'il ne portait plus, des jeans délavés. J'avais pensé les mettre froidement dans un sac poubelle et en finir avec tout ça. Mais ce n'était pas ça. Ce qui est apparu sous mes yeux n'était pas des vêtements. L'intérieur de la valise était parfaitement et soigneusement organisé, comme si son propriétaire n'avait voulu que rien ne soit dérangé. Sur le dessus, un doux tissu de velours bleu marine était étendu. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai eu l'intuition que c'était quelque chose de très important, de très spécial. D'une main tremblante, j'ai délicatement soulevé le velours. Et je suis resté figé sur place. Toutes mes pensées se sont arrêtées, et un choc violent a parcouru tout mon corps. Au centre de la valise reposait un livret de banque rouge d'une grande banque française. Je l'ai saisi. Titulaire, Sophie Dubois. Bénéficiaire, Léa Moreau. Mon cœur a sombré. Pourquoi? Pourquoi mon nom est celui de ma fille? D'une main tremblante, j'ai ouvert le livret à la première page. Et le chiffre qui est apparu m'a coupé le souffle. 500 000 euros. 500 000 euros. Écrit en chiffres et en lettres, de manière parfaitement lisible. Une somme colossale que je n'aurais probablement jamais pu amasser de toute ma vie. D'où venait cet argent? Pourquoi avait-il laissé une telle somme pour moi et ma fille? Des milliers de questions tourbillonnaient dans ma tête. Était-ce une pension alimentaire ou de la pitié? Ma première réaction ne fut pas la joie, mais l'humiliation. Pensait-il pouvoir effacer la blessure de cette froide séparation avec de l'argent? Mais mon regard a été attiré par les autres objets qui se trouvaient en dessous. À côté du livret, il y avait un journal intime à la couverture de cuir marron, visiblement ancien. Je l'ai reconnu. Je le lui avais offert pour nos 5 ans de vie commune, avant notre mariage. Il m'avait dit qu'il y consignerait nos plus beaux moments, mais durant notre mariage, je ne l'avais jamais vu y écrire un seul mot. Je pensais qu'il l'avait jeté depuis longtemps. Alors pourquoi était-il là? Sous le journal, il y avait une liasse de documents soigneusement classés dans un dossier de couleur bleu ciel. Rien n'était écrit dessus, mais cela ressemblait à un dossier médical. Mon cœur s'est de nouveau emballé. Le dossier médical de qui? Et enfin, tout au fond de la valise, un paquet d'esquisses format A3, noué par un ruban bleu. Je l'ai délicatement ouvert. C'étaient tous des dessins au fusain. Et le sujet de chaque dessin était une seule et même personne. Moi. Moi en train de rire, moi lisant un livre, moi cuisinant, moi endormi. Les traits semblaient avoir été tracés à la hâte, ils tremblaient, et beaucoup de dessins étaient inachevés. Mais le regard de la femme sur le papier était, lui, d'une vivacité et d'une tendresse saisissantes. C'était précisément le regard que je ne voyais plus dans les yeux de Julien durant les dernières années de notre mariage. Je me suis effondré sur le sol. Mon esprit était vide. Un livret de banque avec 500 000 euros, un vieux journal intime, un dossier médical et mes portraits. Tous ces objets n'avaient aucun lien apparent. Mais le fait qu'ils se trouvent dans la même valise suggérait un secret immense et inexplicable. Comment ce Julien insensible qui m'avait quitté froidement en disant « Nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre » pouvait-il secrètement me dessiner et nous laisser, à moi et à ma fille, toute sa fortune? Pourquoi cet homme en parfaite santé, qui ne s'était jamais plaint du moindre mal, avait-il un dossier médical si précieusement conservé? Et qui avait-il décrit dans ce journal? Les douces paroles de notre amour passé? Ou les phrases amères du ressentiment présent? J'avais l'impression de me tenir devant la porte d'un grand secret, une porte menant à une vérité que j'avais toujours ignorée. Ma colère initiale s'est peu à peu dissipée, remplacée par une confusion et une curiosité insoutenables. La réponse à toutes mes questions, la réponse à cette séparation qui m'avait tourmenté pendant 3 ans, se trouvait probablement à l'intérieur de ce journal à la couverture de cuir marron. J'ai pris une grande inspiration, et d'une main tremblante, j'ai ouvert la première page. Et la première phrase qui est apparue a de nouveau fait basculer mon monde. La première page du journal ne contenait pas les écrits de nos tendres débuts. Le texte avait été écrit un jour d'hiver, il y a 4 ans, quelques mois seulement avant que Julien ne commence à changer, juste avant le début de sa froideur. Son écriture, d'habitude si ferme et assurée, tremblait d'une manière inquiétante. J'ai reçu les résultats aujourd'hui. Un simple morceau de papier dans la main, et c'est tout mon monde qui s'est effondré. Le médecin a dit que c'était vrai.
La maladie de mon père. Elle m'a été transmise. La maladie de Huntington. Un nom étrange que je n'avais jamais entendu, mais qui sonnait comme une condamnation à mort annoncée. Dégénérescence nerveuse, perte de motricité, perte de mémoire. Et finalement, la perte de moi-même. Je n'ai pas pleuré, mais mon cœur souffrait plus que s'il avait été lacéré par 1000 couteaux. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'avais tout. Une femme que j'aimais, Sophie, une famille heureuse, un avenir qui ne demandait qu'à s'épanouir. Désormais, tout cela n'est plus qu'une pente raide menant aux ténèbres. J'ai lu jusqu'ici, et j'ai senti un froid glacial m'envahir. La maladie de Huntington. J'ai rapidement fait une recherche sur mon téléphone. Les informations qui sont apparues à l'écran m'ont plongé dans le désespoir. Maladie génétique rare, qui provoque une dégénérescence progressive des cellules nerveuses du cerveau. Les symptômes apparaissent généralement entre 30 et 50 ans et incluent des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Il n'existe aucun remède et la maladie est mortelle. Je me suis souvenu du père de Julien, décédé quelques années plus tôt. Ma belle-mère avait simplement dit qu'il souffrait de perte de mémoire et de tremblements dus à la vieillesse. Jamais je n'aurais imaginé qu'il s'agissait d'une maladie héréditaire aussi terrible. J'ai tourné la page d'une main tremblante. J'ai menti à Sophie. Je lui ai dit que je partais en voyage d'affaires, mais en réalité, j'ai passé une semaine à l'hôpital pour une batterie d'examens. Chaque jour, je l'appelais, en faisant semblant d'être normal, d'être joyeux. Entendre sa voix cristalline me déchirait le cœur. Comment lui annoncer une telle chose? Comment lui imposer de partager un avenir sans lendemain? Sophie mérite d'être heureuse. Elle mérite un bonheur complet. Pas une vie à s'occuper d'un malade qui se dégrade lentement. Je ne peux pas être aussi égoïste. Les larmes ont coulé sur la page, faisant baver l'encre. C'était donc ça, ces voyages d'affaires soudains, ces retours tardifs, sous prétexte de réunion. Tout était un mensonge. Il avait supporté seul la sentence de ce destin cruel. J'ai continué à tourner les pages. Aujourd'hui, j'ai commencé à mettre mon plan à exécution. C'est cruel, mais c'est probablement la seule solution. Je dois faire en sorte que Sophie me déteste, qu'elle me quitte d'elle-même. J'ai délibérément fait, semblant d'oublier notre anniversaire de mariage. J'ai vu la déception et le vide dans son regard. Mon cœur s'est serré, mais il le fallait. Je dois devenir un homme indifférent, le pire des maris. C'est la seule façon pour qu'elle souffre moins quand je partirai. La seule façon pour qu'elle puisse commencer une nouvelle vie. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. C'était donc ça, cette froideur, cette indifférence, tout cela n'était qu'une pièce de théâtre maladroite qu'il avait jouée désespérément pour me repousser. Tous les reproches que je lui avais faits, tu as changé, tu ne m'aimes plus, quelle profonde blessure avait-il dû infliger à son cœur déjà saignant? J'ai tourné à la dernière page, écrite la veille de notre divorce. Son écriture était encore plus tremblante. Il y avait des taches de larmes sur le papier. Mes mains commencent à trembler. Parfois, j'oublie ce que j'étais sur le point de faire. Les premiers symptômes sont arrivés plus tôt que prévu. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Demain, je donnerai les papiers du divorce à Sophie. J'ai répété des centaines de fois devant le miroir la phrase « Je crois que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre ». Mais j'ai peur. Peur de ne pas pouvoir prononcer ces mots en la regardant dans les yeux. Sophie, je suis désolé. Je t'aime plus que tout au monde. Mais parce que je t'aime, je ne peux pas laisser ta vie se gâcher aux côtés de quelqu'un comme moi. Déteste-moi. Reproche-moi tout. Et oublie-moi. Rencontre un autre homme qui pourra t'apporter le vrai bonheur. Je t'ai laissé une toute petite contribution que j'ai mise de côté. Considère cela comme ma dernière responsabilité de mari et de père. Avec cet argent, élève bien notre Léa, et toi aussi, commence une nouvelle vie. Le journal s'arrêtait là. Je l'ai serré contre moi, pleurant en silence. La douleur, le regret, la pitié. Toutes ces émotions se mélangeaient et me déchiraient le cœur. Pendant 3 ans, j'avais vécu dans le ressentiment. Je me considérais comme la victime d'un mariage sans amour. Mais la vérité, c'est que la personne qui avait le plus souffert, qui s'était le plus sacrifié, c'était lui. Il avait choisi de tout porter seul, de devenir le méchant à mes yeux, uniquement pour me donner la liberté, un avenir meilleur. Cet homme que je croyais indifférent, Julien Moreau, m'aimait en réalité de l'amour le plus noble et le plus douloureux qui soit. D'une main tremblante,
J'ai pris le dossier médical. Page après page, les résultats d'examen et les notes du médecin confirmaient une vérité indéniable. Mon Julien, il se mourait lentement, dans la solitude, et pendant 3 ans, je n'avais rien su. Je vivais ma nouvelle vie, je souriais, je commençais une nouvelle relation. Pendant qu'il luttait seul contre la maladie, je me sentais si égoïste, si horrible. Il fallait que je le trouve, que je sois avec lui. Même si c'était pour ces derniers jours, les larmes aux yeux, j'ai fermé le journal et ouvert le dossier médical bleu ciel qui, quelques minutes auparavant, dormait au fond de la valise. Ce n'était plus une simple liasse de papier. Chaque lettre, chaque terme médical rigide pesait désormais une tonne, écrasant mon cœur déjà en miettes. Le dossier, d'une 20aine de pages, contenait la sentence cruelle que le destin avait prononcée contre Julien. La première page était le résultat d'un test génétique effectué dans un grand hôpital parisien, la Pitié-Salpêtrière. Les mots « gène responsable de la maladie de Huntington » positif étaient imprimés en un rouge vif, comme une tache de sang indélébile. En dessous, une description détaillée de la maladie. Les termes techniques étaient si nombreux que je dus relire plusieurs fois pour comprendre. La maladie de Huntington est une affection génétique qui provoque une dégénérescence progressive des cellules nerveuses du cerveau. Les symptômes apparaissent généralement entre 30 et 50 ans et incluent des mouvements involontaires de type Corée, une détérioration des fonctions cognitives, des pertes de mémoire, des troubles du jugement, ainsi que des problèmes psychiatriques comme la dépression ou l'irritabilité. Il n'existe aucun traitement curatif. L'espérance de vie moyenne, après l'apparition des symptômes, est d'environ 15 à 20 ans. 15 à 20 ans. J'ai répété ces chiffres dans ma tête. C'était comme si quelqu'un me serrait le cœur. Ce test datait de 4 ans. 4 ans. Il avait porté cette condamnation à mort dans son cœur, seul, pendant 4 longues années. Et je n'avais rien su. J'ai tourné les pages suivantes. Des résultats d'IRM cérébral, des graphiques de suivi neurologique. Je ne comprenais pas tout, mais je pouvais lire les conclusions du médecin à la fin de chaque page. Atrophie précoce observée au niveau du noyau codé et du cortex frontal. Léger déclin des fonctions cognitives commençant à se manifester. Recommandations, suivi trimestriel et début d'une psychothérapie en prévision de la progression de la maladie. Chaque ligne était une aiguille qui me transperçait la conscience. En y repensant, c'est précisément à cette période que des changements étranges avaient commencé à apparaître chez Julien. Il était devenu oublieux. Il oubliait d'éteindre les lumières, où il avait mis ses clés de voiture, et même mon anniversaire, qu'il n'avait jamais oublié auparavant. Je me mettais en colère, je lui faisais des reproches, je pensais qu'il était devenu indifférent, qu'il ne s'intéressait plus à moi. Mais j'ignorais que ce n'était pas de l'indifférence, mais le premier signe que ce démon qu'est la maladie rongeait peu à peu son cerveau. Je me suis souvenu de ses colères soudaines et sans raison, suivies de longues heures de silence sur le balcon, à fumer cigarette sur cigarette. Je pensais qu'il était stressé par son travail, qu'il me cachait quelque chose. J'essayais de le questionner, mais il se contentait d'agiter la main en disant « Arrête de poser des questions, je suis fatigué. » Mon orgueil en avait pris un coup. Je pensais qu'il ne voulait plus rien partager avec moi, mais j'ignorais que derrière cette irritabilité se cachait peu être une dépression, l'impuissance et la peur effroyable d'un homme qui perdait lentement le contrôle de son propre corps. J'ai tourné la dernière page du dossier. Ce n'était pas un écrit du médecin, mais une lettre manuscrite de Julien lui-même. Son écriture, tremblante et incertaine, n'avait plus rien de la vigueur et de l'assurance d'autrefois. C'était comme un court testament qu'il s'adressait à lui-même. Chose à faire avant d'oublier. Laisser assez d'argent pour Sophie et Léa, pour qu'elles puissent vivre bien sans moi. Impératif. Faire en sorte que Sophie me déteste, qu'elle me croie le pire des hommes pour qu'elle puisse partir sans regret et trouver un nouveau bonheur. Ne jamais faiblir. Trouver un endroit très loin, où personne ne me connaît, pour mourir seul. Je ne veux pas que Sophie voie ma déchéance. Dessiner beaucoup. Dessiner tous les plus beaux souvenirs de Sophie et Léa. Pour que, le jour où je ne me souviendrai plus de rien, au moins ces dessins restent. J'ai enfoui mon visage dans le dossier, et j'ai pleuré en silence. Son sacrifice était si immense, si cruel, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Il avait élaboré un plan parfait pour disparaître de ma vie, s'attribuant le rôle du méchant sous prétexte de me libérer.
Au moment le plus difficile, il m'avait privé du droit d'être à ses côtés, du droit de prendre soin de lui, du droit de me battre avec lui. Il avait sous-estimé mon amour, il avait pensé que je l'abandonnerais, malade. Il ne m'avait même pas donné la chance de lui prouver le contraire. La douleur de la perte, le regret, et même une pointe de ressentiment, toutes ces émotions se mélangeaient et m'empêchaient de respirer. J'ai de nouveau regardé le livret de banque. Ce n'était plus une insulte ni de la pitié. C'était de l'amour, un sens des responsabilités, une préparation méticuleuse qui me faisait mal au cœur. Pendant ces 3 ans, il avait dû travailler sans relâche, économiser, encore et encore, uniquement pour laisser à sa fille et à moi une vie stable. Et ses dessins, c'était sa seule façon de s'accrocher à mon image, aux moments heureux, avant que cette maudite maladie n'efface ses souvenirs. J'ai serré les dessins contre ma poitrine. Dans chaque trait, je sentais sa douleur, sa solitude et son amour infini. Julien Moreau, mon mari, il n'était pas un homme indifférent, il était l'homme le plus stupide et le plus noble que j'ai jamais connu. Les preuves irréfutables de la tragédie de Julien entre mes mains, mon esprit a commencé à rembobiner les derniers moments de notre mariage, comme un vieux film. Les souvenirs épars, que je considérais comme des preuves de son indifférence, s'assemblaient maintenant en une image claire, prenant un sens totalement différent, un sens déchirant. Je me suis souvenu de la soirée de notre 7e anniversaire de mariage. J'avais préparé un dîner romantique aux chandelles, j'avais mis sa robe préférée et je l'attendais. Mais il était rentré très tard, complètement ivre, sans fleurs ni cadeaux. Il m'avait regardé et avait lancé froidement. Pourquoi préparer tout ça, c'est fatigant. Puis il était allé directement dans la chambre et avait claqué la porte. Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai cru que notre amour était terminé. Mais maintenant, je comprends. Il s'en souvenait probablement, et c'est parce qu'il s'en souvenait qu'il n'avait pas supporté de rentrer tôt. Il n'avait pas eu le courage de m'affronter, de peur de s'effondrer et de gâcher son plan cruel. Il avait choisi l'alcool, les mots piquants, uniquement pour me blesser, pour me faire croire que je n'étais plus aimé. Il y a eu aussi cette fois où il a oublié d'aller chercher Léa à l'école. J'ai dû interrompre mon travail et me précipiter à l'école maternelle. J'étais gêné vis-à-vis de l'institutrice et triste pour ma fille, toute penaude. Je l'ai appelée et lui ai crié dessus. « Tu te prends pour un père, au moins ?» Il est resté silencieux, puis a murmuré « désolé ». J'ai pensé qu'il était un père irresponsable. Mais être que c'était à ce moment-là que la maladie avait commencé à affecter sa mémoire. Il n'avait pas oublié exprès, il ne pouvait tout simplement plus se souvenir. Et son silence n'était pas de l'indifférence, mais l'impuissance et la honte d'un homme incapable d'assumer ses responsabilités de père. Je me suis souvenu des nuits où il travaillait tard et ne rentrait pas. Il disait être occupé par un projet, une réunion avec un partenaire. J'ai eu des doutes. Avait-il une autre femme ? J'ai même fouillé secrètement son téléphone, mais je n'ai rien trouvé. Je me suis dit que je réagissais de manière excessive. Mais maintenant, je sais. Être que ces nuits-là, il n'était pas au bureau, mais ailleurs, seul, à l'hôpital, être, ou dans un modeste studio loué pour lutter contre ses premières crises, ces douleurs qu'il ne voulait pas que je voie. Il fuyait. Non pas de moi, mais de sa terrible maladie. Pour ne pas me montrer ce spectacle horrible, pour me protéger. Chaque souvenir était comme un éclat de miroir reflétant ma propre bêtise, mon égoïsme et son sacrifice silencieux et acharné. Je n'avais vu que la partie émergée de l'iceberg. Je n'avais vu que son changement froid, sans chercher à sonder plus profondément pour découvrir l'océan de douleur et d'amour qui se cachait en dessous. Je me souviens du jour où nous étions au tribunal. Je le fusillais d'un regard plein de ressentiment. Il n'arrivait pas à croiser mon regard et gardait la tête baissée. Quand le juge a demandé s'il consentait au divorce, il est resté silencieux un long moment, avant de hocher la tête. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il n'avait plus aucun regret. Mais maintenant, je sais. Ce hochement de tête a probablement été la décision la plus difficile de sa vie. C'était un signe d'assentiment pour me libérer, pour m'offrir un nouvel avenir. Même si cela signifiait qu'il devrait marcher seul jusqu'au bout du chemin. J'ai serré contre moi les dessins inachevés. Les traits tremblants du fusain représentaient une Sophie radieuse et heureuse. Il m'avait probablement dessiné quand je ne m'en rendais pas compte, dans les moments les plus ordinaires du quotidien. Avec un simple crayon, il avait essayé de s'accrocher à ses souvenirs, de lutter contre l'oubli qui le rongeait lentement.
J'ai soudain réalisé, ces 3 dernières années, je n'avais pas seulement vécu dans le ressentiment, mais aussi dans l'incompréhension. J'avais construit un mur, me coupant du passé, de sa véritable nature. J'avais essayé d'aller de l'avant, j'avais ouvert mon cœur à un autre homme. À cette pensée, un sentiment de culpabilité m'a envahi. Le docteur Antoine Bernard, c'est un homme bien. Il a été là pour moi quand j'étais au plus bas. Mais les sentiments que j'éprouvais pour lui n'étaient probablement pas de l'amour, mais un besoin de soutien et de la reconnaissance. Mon cœur n'avait jamais vraiment quitté Julien Moreau. Il était simplement obscurci par le brouillard de l'incompréhension et de la blessure. « Maman, tu pleures ?» La voix de ma fille Léa venait de la porte. Elle devait être rentrée de chez mes parents. Elle a couru vers moi et a essuyé mes larmes avec sa petite main. « Ma chérie, maman ne pleure pas. » J'ai serré ma fille dans mes bras, respirant profondément l'odeur sucrée de ses cheveux. « Léa, ai-je dit d'une voix tremblante, on va chercher papa ?» Léa m'a regardé, ses grands yeux clairs. « Papa? Il est où? Papa? Papa est très loin. Il est un peu malade en ce moment. » J'ai choisi les mots les plus simples possibles. « On va aller le soigner, d'accord ?» Léa n'a pas tout compris, mais elle a hoché la tête. « Oui, quand on est malade, il faut se faire soigner. » Les mots innocents de ma fille semblaient me pousser en avant. Je ne pouvais plus rester là à pleurer et à regretter. Il fallait que j'agisse, que je le trouve. Où qu'il soit, quel que soit son état, je devais le retrouver. Je ne le laisserai plus seul. Cette fois, c'est moi qui serai à ses côtés, et je marcherai avec lui jusqu'au bout du chemin, aussi court soit-il. La décision était prise, mais le plus grand problème était de savoir où se trouvait Julien. Pendant 3 ans, il avait suivi son plan à la lettre, coupant tout contact et disparaissant. Je n'avais aucun indice. J'ai fouillé ma mémoire, essayant de me souvenir d'un lieu, d'un nom ou d'un passe-temps qui pourrait me mener à sa cachette. Les Alpes, il m'avait dit qu'il aimait l'air frais et le calme des forêts de sapins là-bas. Ou peut être quelque part au bord de la mer. Il aimait beaucoup peindre les paysages marins. Tout était vague. Mais soudain, une personne m'est venue à l'esprit. La seule personne qui pourrait savoir où se trouvait Julien. Sa mère, mon ex-belle-mère. Même s'il avait voulu couper les ponts avec le monde entier, je croyais qu'il n'aurait pas pu rompre le lien avec sa mère. Et peut être que sa mère faisait, elle aussi, partie de ce plan. Le lendemain matin, j'ai déposé Léa chez mes parents. J'ai prétexté une affaire importante et j'ai conduit jusqu'à ce qui avait été autrefois ma maison. La maison semblait plus vide et plus triste qu'avant. Le petit jardin que j'entretenais était envahi par les mauvaises herbes. J'ai sonné. Ma belle-mère a mis un certain temps à ouvrir. En me voyant, elle s'est figée. Ses yeux écarquillés trahissaient la surprise, mais aussi un certain embarras. « Sophie, que fais-tu là ?» Sa voix bégayait. Ce n'était plus la voix tranchante et acérée d'autrefois. En 3 ans, ma belle-mère avait visiblement vieilli. Ses cheveux avaient grisonné et les rides sur son front s'étaient creusées. « J'ai à vous parler, » ai-je dit, d'une voix calme mais ferme. Avant même qu'elle ne m'y autorise, je suis entré dans la maison. L'intérieur était le même, mais la chaleur familiale avait disparu, et une fine couche de poussière recouvrait tout. « Assieds-toi, a-t-elle dit maladroitement, en fermant la porte. Sa main tremblait légèrement en me servant un verre d'eau depuis la cuisine. « Qu'y a-t-il ? » Je n'ai pas bu l'eau. J'ai posé le petit sac que j'avais apporté sur la table. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai simplement regardé droit dans les yeux, profondément, pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. « Vous saviez que Julien était malade, n'est-ce pas ?» Ma question a été comme une flèche qui a transpercé son point le plus faible. Son visage est devenu blême. Le verre d'eau dans sa main a tremblé, faisant déborder l'eau. « De quoi parles-tu ? Mon Julien est en pleine santé. Malade ? Absolument pas. » Elle essayait de nier, mais le tremblement dans ses yeux disait tout. Je n'ai rien dit de plus, et j'ai ouvert tranquillement le sac. Et juste devant elle, j'ai sorti le journal, le dossier médical et les dessins. « Alors, qu'est-ce que c'est que ça, madame ?» En voyant ces objets, elle s'est pétrifiée, comme une statue de pierre. Elle a regardé le journal, le dossier médical, ses lèvres ont tremblé, mais aucun son n'est sorti. Elle semblait avoir compris que toute dissimulation, tout mensonge était désormais inutile. Finalement,
Elle s'est effondrée sur sa chaise, le visage entre les mains. Ses épaules maigres tremblaient. Elle a éclaté en sanglots. Le cri d'une mère qui avait dû porter seule un secret trop lourd et trop douloureux. Oui, c'est vrai, a-t-elle dit, entre deux sanglots. Je savais tout. Elle a levé son visage inondé de larmes vers moi. Le jour où il a reçu les résultats, il est venu me voir et m'a tout raconté. Et il m'a supplié à genoux de garder le secret. Il ne voulait pas t'imposer ça. Il disait qu'il préférait mourir plutôt que de te voir t'épuiser à prendre soin de lui. J'ai écouté en silence. Mon cœur se serrait. C'est donc vous qui l'avez aidé. Elle a hoché la tête, la voix pleine de remords. Je l'ai aidé. J'ai joué le rôle de la belle-mère dure et exigeante. Je cherchais la petite bête, je te critiquais. J'ai prononcé des mots si cruels que je ne pourrais jamais me pardonner. Tout ça, c'était pour que tu le détestes, pour que tu te lasses de cette maison et que tu partes sans regret. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Sophie, tu comprends? C'était aussi pour ton bien. Je ne voulais pas que tu gâches ta jeunesse aux côtés d'un malade. Tu es encore jeune, tu mérites un bonheur complet, n'est-ce pas? Le bonheur, j'ai laissé échapper un rire amer, mêlé de larmes. Vous pensez que commencer une nouvelle vie bâtie sur l'incompréhension, le ressentiment et le mensonge, c'est ça le bonheur. Vous pensez qu'abandonner la personne que j'aime le plus au moment où elle a le plus besoin de moi, c'est ça le bonheur? Je me suis levé, et j'ai fait les 100 pas dans la pièce. Vous et lui, vous avez été si autoritaire. Vous avez cru avoir le droit de décider de ma vie à ma place. Vous m'avez privé du droit de choisir, du droit d'être à ses côtés, du droit de me battre avec lui. Vous ne saviez donc pas que la chose la plus effrayante pour une femme n'est pas que son mari tombe malade, mais d'être repoussée par lui sans même savoir pourquoi? Chacun de mes mots devait être comme un coup de marteau sur sa conscience. Elle a baissé la tête, incapable de me regarder. J'ai eu tort. Vraiment tort. À quoi bon dire que vous avez eu tort maintenant? Ai-je crié. Les émotions que j'avais refoulées ont explosé. Comment va-t-il maintenant? Où est-il? Vous le savez-vous, il est en train de mourir seul quelque part, en ce moment même. Vous ne vous trouvez pas cruels, tous les deux? L'air dans la pièce est devenu étouffant. Seuls les sanglots de ma belle-mère et ma respiration haletante emplissaient le silence. Un long moment plus tard, un peu calmé, je me suis rassise. Ma voix était rauque. Je ne suis pas venu pour vous faire des reproches. Je suis venu pour savoir une seule chose. Où est Julien? Elle a essuyé ses larmes, puis elle a secoué la tête. Je ne sais pas non plus. Il ne me l'a pas dit. Il envoie juste de temps en temps une carte postale sans adresse d'expéditeur, pour dire qu'il va bien, que je dois prendre soin de moi. Et il m'a fait jurer de ne jamais te le dire. Elle a sorti d'un tiroir une pile de cartes postales jaunies. C'est tout ce que j'ai. D'une main tremblante, j'ai pris les cartes. Le recto montrait des photos de différents lieux touristiques. Annecy et son lac brumeux, Marseille sous un soleil radieux, la quiétude de Strasbourg. Au verso, quelques lignes courtes, écrites d'une main de plus en plus tremblante. Maman, je vais bien, prends soin de toi. Maman, il faisait beau aujourd'hui, j'ai fait un dessin. Maman, vous me manquez, et elle aussi me manque. J'ai regardé la dernière carte, arrivée quelques semaines plus tôt. Maman, mes mains tremblent trop, je ne peux plus écrire. Je vous aime, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je pouvais voir que sa maladie s'aggravait. Il n'y avait pas de temps à perdre, il fallait que je le trouve immédiatement. La pile de cartes postales en main, j'étais désespéré, comme une personne cherchant une oasis au milieu du désert. Mais ce n'étaient que des noms de lieux vagues, aucune adresse concrète. Comment le retrouver dans ce grand pays? Un sentiment d'impuissance et de désespoir m'a envahi. Ma belle-mère, voyant mon expression, semblait souffrir autant que moi. « Sophie, dit-elle d'une voix pleine de regret, c'est ma faute, tout est de ma faute. Si ce jour-là, je n'avais pas pensé égoïstement qu'à mon fils, si je t'avais dit la vérité, tout aurait été différent. » Elle a commencé à me raconter, en larmes, les moments de souffrance qu'elle et Julien avaient traversés après mon départ. Tu sais, Julien ne dormait plus la nuit. Il s'asseyait sur le balcon et regardait en direction de ton appartement, en fumant cigarette sur cigarette. Il ne voulait pas que je touche à ta chambre. Il laissait tout en place. Il disait que ça lui donnait l'impression que tu étais encore là. Elle m'a expliqué que Julien n'avait pas disparu tout de suite. Pendant 1 an après le divorce,
Il était resté à Paris, vivant comme une ombre. Il ne voyait plus ses amis, ne fréquentait personne. Le week-end, il prenait sa voiture et allait près de l'école où je travaillais, ou près du parc où j'emmenais souvent Léa. Il se contentait de vous regarder de loin, toi et ta fille. A-t-elle sangloté. Il n'osait pas s'approcher. Il avait peur que tu le détestes, que tu ne veuilles plus voir son visage. Il restait là jusqu'à ce que vous disparaissiez de sa vue, puis il rentrait, abattu. Une fois, je l'ai suivi en secret. Il était debout sous un arbre, à vous regarder, toi et Léa, sur la balançoire, et il pleurait. Mon fils, un homme de plus de 30 ans, pleurait comme un enfant au milieu d'un parc. Chaque mot de ma belle-mère était un poignard dans mon cœur. J'ai essayé d'imaginer la scène. Lui, nous regardant de loin, moi et ma fille, incapables de s'approcher malgré sa douleur déchirante. Combien de conflits, de luttes intérieures avait-il dû endurer seul? Puis un jour, a-t-elle poursuivi, il est rentré à la maison et a dit qu'il ne pouvait plus rester dans cette ville, qu'il te voyait partout. Il a dit qu'il devait partir très loin pour que tu l'oublies complètement et que tu puisses refaire ta vie. Je l'ai supplié en pleurant, mais il n'a rien voulu entendre. Il disait que c'était la meilleure solution pour toi. Et le docteur Bernard, la question m'a échappé. Ma belle-mère m'a regardé, surprise. Comment sais-tu? Je l'ai juste deviné. Ai-je menti? Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais commencé une nouvelle relation. Cela n'aurait fait qu'ajouter à sa culpabilité. Julien était au courant pour toi, et ce médecin. A-t-elle soupiré? Il vous avait vus ensemble. Cette nuit-là, il a bu énormément. Et il m'a dit, maintenant, Sophie a trouvé le bonheur. Je peux partir l'esprit tranquille. Je suis resté figé sur place. C'était donc ça. L'une des raisons de son départ était qu'il pensait que j'avais trouvé un nouveau refuge. Il avait choisi de s'effacer discrètement pour ne pas être un obstacle à mon bonheur. Julien, tu es si stupide, cruellement stupide. Sophie, ma belle-mère m'a pris la main. Sa main était glacée. Pardonne-moi. J'ai été si égoïste, si dur avec toi. Je pensais qu'en agissant ainsi, je protégeais mon fils et que je t'offrais une porte de sortie. Mais je me suis trompé. Je t'ai privé du droit d'aimer, et j'ai privé mon fils des derniers moments qu'il aurait pu passer avec la personne qu'il aimait le plus. Je suis une mère coupable. Entre nous deux, qui avions été un temps belle-mère et belle-fille, il n'y avait plus de mur. Nous partagions la même peine, le même regret. Nous avons pleuré ensemble. Pour un homme qui, quelque part, luttait seul contre la maladie et la solitude. Et pour un amour magnifique, brisé par l'incompréhension et un sacrifice aveugle. Un long moment plus tard, quand nous nous sommes un peu calmés toutes les deux, j'ai regardé la pile de cartes postales sur la table. « Madame, je dois le trouver. » ai-je dit avec fermeté. Je ne peux pas le laisser seul. Elle a essuyé ses larmes et a hoché la tête. Mais par où commencer? J'ai pris la carte postale avec la photo d'Annecy. Je crois savoir par où commencer. Une phrase qu'il avait écrite dans son journal m'est revenue en mémoire. Si je pouvais avoir un petit chalet en bois au bord d'un lac et passer mes vieux jours à dessiner Sophie chaque jour, ce serait le paradis. Un lac. Il y a beaucoup de lacs dans la région d'Annecy. Mais j'étais convaincu que je pouvais le trouver. Je n'abandonnerai pas. Je savais que, quelque part, il m'attendait encore. Et cette fois, je ne le ferai plus attendre, pas même une seconde. Les regrets tardifs de ma belle-mère ne pouvaient pas changer le passé, mais il m'avait donné un précieux indice et avait lavé les dernières traces de ressentiment dans mon cœur. Nous n'étions plus belle-mère et belle-fille. Nous étions deux femmes avec un seul et même objectif, retrouver l'homme que nous aimions. Les remords de ma belle-mère ont ravivé la flamme qui s'éteignait en moi. Je devais trouver Julien, je ne pouvais pas le laisser s'effondrer seul, en proie à la maladie et à la solitude. Les cartes postales sans adresse, les phrases courtes, tout cela était des fragments dispersés d'un immense secret. Mais un fragment en particulier, le lieu, la région d'Annecy, tournait en boucle dans ma tête. Les forêts de sapins brumeuses, le lac tranquille, et surtout, cette phrase dans son journal. Si je pouvais avoir un petit chalet en bois au bord d'un lac. J'étais convaincu que ce n'était pas un simple souhait, mais le dernier refuge qu'il avait choisi pour son âme. Mon voyage commencerait là, mais je ne pouvais pas partir à l'aveuglette. J'avais ma fille, Léa, et mon travail à l'école. Il me fallait un plan. J'ai pris une semaine de congé, prétextant une urgence familiale.
J'ai laissé Léa chez mes parents, en leur mentant, disant que je devais partir en formation professionnelle. Voir ma petite fille me faire un signe de la main m'a brisé le cœur. Maman est désolée. Ma chérie. Juste un petit moment. On sera de nouveau ensemble très vite, lui et je promis en silence. Avant de partir, je suis retourné voir ma belle-mère. Elle m'a glissé dans la main ses maigres économies. Sophie, prends au moins ça. Je ne peux rien faire de plus pour t'aider. À part prier pour vous deux. Sachant que c'était sincère, je n'ai pas refusé. Je lui ai simplement pris la main. Prenez soin de vous, madame, je vous le ramènerai. Le bus de nuit a quitté le tumulte de Paris pour la ville paisible, nichée au cœur des montagnes. Pendant tout le trajet, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai rouvert le journal de Julien, relisant chaque ligne, comme pour y déceler le moindre indice. Mais il n'y avait rien de plus, seulement sa douleur et son amour silencieux, imprégnés sur chaque page. Je suis arrivé à Annecy au petit matin, alors que la ville était encore plongée dans une légère brume. L'air frais m'a fait frissonner. J'ai pris une petite chambre près du centre-ville, j'ai rapidement défait mes bagages et j'ai commencé mes recherches sans attendre. Annecy est une ville étendue, et ses ruelles un labyrinthe. Chercher quelqu'un sans adresse précise, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais j'avais la ferme conviction qu'il était quelque part ici, près de l'un de ces lacs tranquilles. J'ai commencé par le lac principal, au cœur de la ville. J'ai loué un scooter et j'ai longé la rive sans relâche. Je me suis arrêté dans chaque café, chaque galerie, chaque boutique de souvenirs. Je montrais la photo de Julien à toutes les personnes que je rencontrais. « Excusez-moi, auriez-vous vu cet homme ? C'est un artiste, il aime beaucoup dessiner. » Mais je ne recevais que des hochements de tête négatifs. Les gens me regardaient avec des yeux inquiets, pleins de pitié. Une dame bienveillante m'a même conseillé. « Mademoiselle, ici, les touristes sont aussi nombreux que les feuilles en automne, et les artistes, on ne les compte plus. Ce sera très difficile de retrouver quelqu'un comme ça. » Je n'ai pas baissé les bras. Après avoir fait le tour d'un lac, je me dirigeai vers un autre, puis vers une autre vallée. Je m'aventurais dans les petits sentiers, dans les villages cachés derrière les forêts de sapins. J'ai interrogé des chauffeurs de taxi, des vendeuses de marché, des agriculteurs dans leurs champs, mais le résultat était toujours le même. 2 jours ont passé. J'avais fait le tour de presque tous les sites touristiques connus. Je ne sentais plus mes jambes, ma voix était cassée. La nuit, seul dans ma chambre froide, la solitude et le désespoir m'ont submergé. Et si je me trompais? S'il n'était pas ici? Ou s'il était déjà? Je ne voulais pas y penser. Je serrais sa photo contre moi et je pleurais sans fin. Le 3e matin, j'ai décidé de changer de méthode. Au lieu de chercher au hasard, je devais penser comme lui. S'il était lui, malade, voulant se cacher du monde, quel endroit aurait-il choisi? Certainement pas un endroit bruyant et bondé. Un lieu très calme, paisible, proche de la nature, et avec, absolument, un lac. J'ai déplié une carte. Mon regard s'est arrêté sur un point. Un immense lac, isolé, en périphérie, entouré d'une forêt de sapins sans fin. Autour, quelques hôtels, un monastère et des petits chalets en bois à louer. Un petit chalet en bois au bord d'un lac. La phrase de son journal a de nouveau traversé mon esprit. C'est là. Une lueur d'espoir m'a traversé. J'ai immédiatement enfourché le scooter et j'ai roulé en direction de ce lac. La route serpentait le long de la montagne. Le paysage était d'une beauté de carte postale, mais je n'avais pas le cœur à l'admirer. Je scrutais les alentours, à la recherche de quelque chose. Les abords du lac étaient très vastes. J'ai recommencé à poser des questions, en commençant par les zones touristiques et l'embarcadère. Et cette fois, la chance a commencé à me sourire. En montrant la photo à un batelier, il a plissé les yeux, a longuement regardé la photo, puis a dit « Ce monsieur, il me dit quelque chose. Je crois l'avoir emmené plusieurs fois de l'autre côté du lac. Il avait toujours son matériel de dessin avec lui. » Mon cœur battait à tout rompre. Vous sauriez où il habite? Pas sûr, mais il demandait toujours à être déposé près de cette colline de sapins, là-bas. Il y a quelques chalets en bois à louer sur la colline, mais il n'y a presque personne qui y vit. Le batelier a pointé du doigt une colline isolée et boisée de l'autre côté du lac. Je l'ai remercié 1000 fois et, le cœur rempli d'un espoir grandissant, j'ai immédiatement loué une barque. J'ai demandé au batelier de m'emmener sur cette colline.
Dès que la barque a accosté, j'ai sauté sur le sentier qui menait à la colline. Le chemin était escarpé et glissant, mais je n'étais plus fatigué. J'avançais, simplement, vers cet endroit où je croyais qu'il se trouvait. Et enfin, arrivé à mi-hauteur, je les ai vus. 3 petits chalets en bois, cachés à l'ombre de vieux sapins. Mon cœur allait sortir de ma poitrine. Il est dans l'une de ces 3 maisons. J'ai pris une grande inspiration pour calmer mon excitation, et je me suis approché de la première maison. D'une main tremblante, j'ai frappé doucement à la porte en bois délavé. Quelques instants plus tard, un vieil homme aux cheveux blancs et à l'air bienveillant a ouvert. « Qui est-ce ? Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais je cherche quelqu'un. C'est un artiste. Je me demandais s'il louait un chalet dans le coin. Voici une photo. » J'ai tendu la photo de Julien d'une main tremblante. Le vieil homme a plissé les yeux, a regardé la photo, puis a secoué la tête. « Non, je n'ai jamais vu ce jeune homme. Il n'y a que moi, et le jeune homme qui habite dans la maison du fond. » La maison du fond? Mon cœur est remonté dans ma gorge. Et à quoi ressemble-t-il? Il ne sort pas beaucoup. Il a l'air un peu malade. On dirait qu'il passe ses journées à peindre à l'intérieur. Le vieil homme a pointé du doigt une maison cachée derrière un buisson de fleurs jaunes. Je l'ai remercié 1000 fois, et j'ai couru vers cette maison. Chaque pas résonnait comme les battements de mon propre cœur. Le dernier chalet semblait encore plus délabré que les 2 autres. Le toit était couvert de mousse verdâtre, et sous l'auvent, un chevalet vide et des taches de peinture étaient éparpillées. La porte était légèrement entr'ouverte. Je me suis arrêté devant, incapable de frapper. J'avais peur d'affronter la réalité. Peur que son apparence actuelle soit complètement différente de celle que j'avais en mémoire. Mais j'ai repensé à tout le temps qu'il avait dû endurer seul. Je ne pouvais pas le laisser seul une minute de plus. J'ai tendu la main et j'ai doucement poussé la porte. Grincement. La vieille porte en bois raclait le sol dans un bruit sec et mélancolique. Et je l'ai vu. Il était dos à la porte, devant une grande toile. Il était si maigre. Son dos, autrefois large, était maintenant décharné et frêle. On voyait des cheveux gris dans sa chevelure. Il avait essayé de peindre, mais sa main tremblait si fort qu'il n'arrivait même pas à tenir le pinceau. Le pinceau est tombé par terre dans un petit bruit sec. Il a poussé un soupir las et s'est lentement retourné. Et nos regards se sont croisés. À cet instant, le monde entier a semblé s'arrêter. Ses yeux, autrefois brillants et chaleureux, étaient maintenant cernés, fatigués et remplis d'une surprise incrédule. Il m'a regardé, ses lèvres sèches ont tremblé, mais il n'a rien dit. Sophie, hâté, il finalement prononçait mon nom, d'une voix faible et rauque comme un souffle de vent. Mes larmes ont jailli. Elles ont coulé comme une rivière. Je n'ai rien pu dire. J'ai simplement couru et je l'ai serré dans mes bras, son corps si maigre. Je t'ai trouvé, Julien. Lui aussi m'a serré fort, comme s'il craignait que ce soit un rêve, que j'allais bientôt disparaître. Je sentais son corps trembler. Ses larmes chaudes mouillaient mon épaule. Dans le silence de la forêt de sapins, dans ce petit chalet délabré, nous sommes restés longtemps enlacés, à pleurer. Les 3 longues années de douleur, de ressentiment, d'incompréhension, tout s'est dissous dans cette étreinte de retrouvailles. Il ne restait que l'amour et une pitié infinie. Comment m'as-tu trouvé? Hâté, il dit en s'écartant de moi, essuyant mes larmes d'une main tremblante. Je t'ai cherché partout. J'aurais remué ciel et terre pour te trouver, et je sanglotais. Maintenant, je sais tout. Je sais pour ta maladie, pour le journal, pour la raison de ton départ, tout. Il s'est figé. La confusion et la honte se lisaient dans ses yeux. Tu as tout vu. Il a reculé d'un pas, comme pour s'enfuir. Ne me regarde pas. Je suis pathétique comme ça. Non, je me suis approché, et je lui ai pris la main. Tu n'es pas pathétique. Tu es l'homme le plus stupide et le plus noble que je connaisse. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu voulu tout porter tout seul? Sais-tu à quel point je t'ai détesté, à quel point j'ai souffert ces 3 dernières années? Il a baissé la tête. Sa voix était pleine de remords. Je suis désolé, Sophie, je voulais juste que tu sois heureuse. Mon bonheur, c'est d'être avec toi, ai-je crié. Les larmes ont de nouveau coulé. Peu importe ton état, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je veux juste être avec toi,
Il a levé la tête et m'a regardé. Ses yeux étaient injectés de sang. Mais je ne peux pas. Je serai un fardeau pour toi et notre fille. J'ai secoué la tête. J'ai porté sa main à ma joue. Je sentais encore sa chaleur. Tu n'es pas un fardeau. Tu es mon mari. Et le père de notre Léa. Nous sommes une famille. Et une famille reste ensemble. On surmonte les épreuves ensemble. Je lui ai parlé de Léa. Je lui ai dit à quel point elle avait grandi, à quel point elle était intelligente et adorable. Je lui ai montré des photos récentes d'elle sur mon téléphone. En voyant les photos de sa fille, ses lèvres ont tremblé et il a de nouveau pleuré. Ma fille, elle te ressemble tellement. Elle demande beaucoup après son papa, ai-je dit. Tous les jours, elle demande où est papa, quand est-ce qu'il revient. Mes mots ont dû être comme un poignard dans son cœur. Il a enfoui son visage dans mon épaule et a pleuré amèrement, comme un enfant. Toute la douleur, tous les remords qu'il avait refoulés pendant des années ont explosé. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai caressé le dos. Ça va aller, tout va bien se passer. Je suis là maintenant. Je ne repartirai plus jamais. Nos retrouvailles n'avaient ni fleurs, ni chandelles, seulement des larmes, la vérité, et un amour qui avait transcendé la séparation et la maladie. Je l'avais retrouvé, et cette fois, je ne le laisserai plus jamais me quitter. Les jours qui ont suivi ont été une succession de moments à la fois heureux et déchirants. Le bonheur de pouvoir enfin prendre soin de l'homme que j'aimais de mes propres mains. Et la douleur de voir cette terrible maladie le détruire un peu plus chaque jour, chaque heure, avec ma présence. Le moral de Julien s'est nettement amélioré. Il souriait plus, parlait plus. Il m'a raconté sa vie solitaire ici, les dessins qu'il avait faits, et le manque insupportable de moi et de notre fille. Il essayait de refaire des exercices de marche, de bouger, comme pour puiser dans ses dernières forces. Mais la maladie de Huntington était impitoyable. Les tremblements de ses mains s'intensifiaient de jour en jour, et sa mémoire déclinait visiblement. Parfois, en pleine conversation, il s'arrêtait brusquement et me regardait avec des yeux vides. « Qu'est-ce que je disais » disait-il en se grattant la tête, gêné. Le voir comme ça me déchirait le cœur. Je me contentais de sourire et de lui prendre la main. « Ce n'est pas grave. Parlons d'autre chose. » Je me suis consacré à lui corps et âme. Je lui préparais des repas nutritifs. Je cherchais des thérapies qui pourraient ralentir la progression de la maladie. Je lui lisais des livres. Je mettais sa musique préférée. Je voulais que ces derniers jours soient les plus paisibles et les plus riches possibles. Je pensais que nous irions ainsi jusqu'au bout du chemin ensemble. Je rêvais de le ramener à Paris, de lui faire rencontrer Léa, de le laisser passer ses derniers jours au sein de sa famille. Mais Julien, lui, avait d'autres projets. Son amour pour moi était si grand qu'il ne pouvait en aucun cas se permettre de devenir un fardeau pour moi. Un soir, alors que nous étions assis sous l'auvent, à regarder le soleil se coucher sur le lac, il a soudain pris ma main et m'a dit d'une voix étrangement sérieuse. « Sophie, ça fait presque un mois que tu es là. Il faut que tu rentres maintenant. » Je suis resté figé sur place. « De quoi tu parles ? Je t'ai dit que je ne partirai plus. »« Non, athée, » il dit en secouant fermement la tête. « Tu ne peux pas rester ici. Tu as Léa, ton travail, un avenir brillant devant toi. Tu ne peux pas gâcher ta vie aux côtés d'une épave comme moi. »« Tu n'es pas une épave, » ai-je lancé, la voix pleine de colère et de blessure. « Tu es mon mari. »« Je ne suis plus ton mari, Sophie, » a-t-il dit d'une voix amère. « Nous avons divorcé. J'ai signé ces papiers moi-même. C'était pour te libérer. Tu ne dois pas revenir par pitié. »« Ce n'est pas de la pitié. » ai-je crié. Les larmes ont de nouveau coulé. C'est de l'amour. Tu ne le comprends donc toujours pas ? Si. Athée, il dit en essuyant mes larmes d'une main tremblante. Je le sais. Et c'est justement pour ça que je ne peux pas te garder ici. Regarde-moi. L'homme que je suis aujourd'hui, est-ce le Julien Moreau que tu as aimé ? Je ne peux plus manger seul. Je ne peux plus marcher. Bientôt, je ne te reconnaîtrai même plus. Je n'aurai plus de souvenirs. Qu'est-ce que tu comptes faire en restant ici ? Regarder chaque jour la personne que tu as aimée disparaître peu à peu ? Tu penses pouvoir supporter ça ? Chacun de ces mots était un poignard dans mon cœur. Je savais que tout ce qu'il disait était vrai, mais je ne pouvais pas l'accepter. Je peux le supporter. Tant que je peux être à tes côtés, je peux tout faire. Mais moi, je ne peux pas, a-t-il coupé. Sa voix s'est transformée en supplication. Je ne supporte pas de te voir souffrir,
de te voir t'épuiser à cause de moi. Je ne supporte pas d'être une chaîne qui t'entrave, un fardeau pour ta vie. Sophie, s'il te plaît, comprends-moi. Il s'est agenouillé et m'a serré dans ses bras. Rentre. Vis ta vie. Rencontre un autre homme qui pourra t'apporter un vrai bonheur. C'est la seule chose que je souhaite. Savoir que toi et notre fille êtes heureuses, c'est tout ce dont j'ai besoin pour sourire, où que je sois. J'ai enfoui mon visage dans son épaule et j'ai pleuré amèrement. Je savais que ce n'étaient pas des paroles en l'air, c'était sa décision, mûrement réfléchie. Une fois de plus, il me repoussait avec son amour. Il sacrifiait son propre bonheur pour ma tranquillité. J'ai essayé de le convaincre, je l'ai supplié, mais il n'a pas changé d'avis. Il a commencé à se comporter de manière froide et distante. Il refusait mes soins, essayant péniblement de tout faire par lui-même. Il ne me parlait plus, ne me souriait plus. Pour me forcer à partir, il érigeait de nouveau un mur. Je savais que je ne pouvais pas le faire changer d'avis. Sa décision découlait d'un amour si noble et si altruiste. Et moi, même si c'était douloureux, je devais la respecter. Je devais le quitter une nouvelle fois, suivre son plan noble mais cruel. J'ai fait mes bagages et j'ai réservé un billet de bus pour Paris. La dernière nuit à Annecy, je suis resté assis seul sous l'auvent du chalet, regardant le lac calme comme un miroir, reflétant des milliers d'étoiles. Le vent frais de la nuit, portant l'odeur des sapins et de l'herbe, caressait ma peau, et mon cœur se sentait encore plus vide. Partir, était-ce vraiment la meilleure solution pour nous deux? Le laisser seul ici, à lutter contre la maladie, était-ce respecter sa décision, ou était-ce ma propre lâcheté? Fuyant la douleur de voir la personne que j'aime s'éteindre, je ne supporte pas de te voir souffrir. Ces mots me sont revenus en mémoire, mais il ignorait. Il ignorait que ma plus grande souffrance n'était pas de prendre soin de lui, mais de ne pas pouvoir être à ses côtés. La douleur de savoir qu'il était quelque part, seul et impuissant, sans que je puisse rien faire, était 1000 fois plus grande que la fatigue physique. L'amour, ce n'est pas toujours recevoir. Parfois, c'est donner, se sacrifier, traverser la tempête avec la personne que l'on aime. Il avait sacrifié son bonheur pour m'offrir un avenir. Alors, pourquoi moi? Ne pourrais-je pas sacrifier cet avenir qu'il m'avait dessiné pour obtenir les précieux moments qui nous restaient ensemble? Cette pensée m'a traversé, comme un courant électrique. Une prise de conscience. Non, je ne peux pas partir. Je ne peux plus l'abandonner. Je l'ai perdu une fois à cause d'une incompréhension. Je ne le perdrai pas une seconde fois par faiblesse. Le lendemain matin, quand Julien s'est réveillé, il m'a vu assise à côté de son lit, un sourire paisible aux lèvres. La valise que j'avais faite la veille était de nouveau dans un coin de la pièce. Tu n'es pas parti? Hâté, il demandait, surpris. Sa voix était un mélange de joie et d'inquiétude. Je ne vais nulle part, ai-je dit, avec fermeté. Je reste ici. Sophie, je t'ai déjà dit. A-t-il commencé à protester, mais j'ai posé un doigt sur ses lèvres. Chut, écoute-moi d'abord. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon regard n'était plus suppliant, mais rempli de détermination. Julien, je respecte ton amour. Je comprends ton sacrifice. Mais je ne l'accepte pas. Tu n'as pas le droit de me priver du droit d'être aux côtés de la personne que j'aime. Tu as porté trop de choses tout seul. À partir de maintenant, laisse-moi partager ce fardeau avec toi. Il m'a regardé avec des yeux rougis et a secoué la tête. Mais je serai un poids. Alors je porterai ce poids, l'ai-je interrompu. Et si, à partir de maintenant, nous ne redevenions pas mari et femme? À mes mots, il s'est figé. Restons ensemble comme des amis, ou des compagnons de vie. Je serai l'ami qui reste à tes côtés, qui prend soin de toi, qui dessine avec toi, qui regarde le coucher de soleil avec toi. Je ne te lierai pas par un certificat de mariage, je ne te demanderai pas d'être un mari parfait. Laisse-moi simplement être à tes côtés jusqu'au dernier jour. Peux-tu me donner cette chance? Julien m'a regardé, hébété. Il n'avait probablement jamais envisagé cette possibilité. Pas une épouse, mais une amie. Une relation non pas liée par des obligations légales, mais par la compréhension et l'affection les plus profondes. Il est resté silencieux un long moment. Je sentais un conflit intense dans ses yeux. Il voulait me retenir, mais aussi me repousser. Finalement, il a poussé un grand soupir. Un soupir d'impuissance, mais aussi d'acceptation. Il a légèrement hoché la tête. Des larmes ont de nouveau coulé de mes yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur,
J'avais gagné. Non pas contre lui, mais contre le sacrifice égoïste qui se cachait dans son amour. J'avais réussi à le convaincre que le véritable amour, ce n'est pas de laisser partir l'autre, mais de rester ensemble jusqu'au bout. Ce jour-là, un nouveau, dernier, et le plus beau chapitre de notre histoire d'amour a commencé. J'ai appelé ma belle-mère pour lui annoncer ma décision. Elle a pleuré au téléphone. « Sophie, tu t'imposes tant de choses. » Mais merci. J'ai aussi appelé le docteur Bernard. Je lui ai tout dit, honnêtement. Il est resté silencieux un long moment, puis a dit une seule phrase. « Sophie, si c'est ce qui te rend sereine, alors je te soutiens. Prends bien soin de toi, et souviens-toi, je serai toujours là. » Ces mots m'ont soulagé. Je savais que j'avais blessé un homme bien, mais je ne pouvais pas vivre en mentant sur mes sentiments. J'ai fait venir Léa à Annecy. J'ai trouvé une personne de confiance pour s'occuper d'elle. Je voulais que le père et la fille puissent passer ensemble les derniers jours de sa vie. Le jour où Léa est arrivée, le petit chalet en bois s'est rempli de rire. Le rire cristallin de l'enfant était comme une potion magique qui dissipait l'air lourd de la maison. Pour la première fois depuis des années, Julien a serré sa fille dans ses bras. Il a versé des larmes de bonheur paternel. Ma décision de rester n'était pas un sacrifice aveugle, c'était le choix de mon cœur, le choix de mettre un point final digne à notre amour, qui avait été tumultueux mais profond. Dans notre chalet au bord du lac, notre vie était simple, mais infiniment précieuse. Pour d'autres, ce n'était qu'un jour qui passait, mais pour nous, c'était un cadeau. Nous ne pensions plus à un avenir lointain, nous ne regressions plus le passé. Nous vivions simplement chaque instant du présent, pleinement. La santé de Julien se dégradait de jour en jour, les tremblements étaient plus fréquents, la perte de mémoire plus nette. Un matin, il s'est réveillé et m'a regardé avec des yeux d'étranger, comme s'il ne me reconnaissait pas. À chaque fois, mon cœur se serrait, mais je ne pleurais pas devant lui. Je me contentais de sourire et de lui prendre la main. « C'est moi, Sophie, ta femme ?» Je disais délibérément, « femme ». Je croyais que ces deux mots avaient encore un poids particulier au plus profond de sa mémoire. Il me regardait longuement, puis son regard s'éclaircissait. « Sophie, je me souviens, » disait-il, en souriant. Un sourire faible, mais le plus beau du monde. La présence de notre fille Léa a été un remède psychologique miraculeux. Avec son innocence et sa candeur, elle a apporté de la lumière à ses derniers jours. L'enfant ne savait pas que son père était malade. Elle savait seulement que son père l'aimait très fort. Chaque après-midi, je l'aidais à s'asseoir sur une chaise sous l'auvent, et nous regardions Léa jouer dans le jardin. L'enfant cueillait des fleurs sauvages jaunes, me les mettait dans les cheveux, puis courait lui faire un bisou sur la joue. « Papa, regarde, maman est belle, non ?» Il souriait et hochait la tête. « Oui, elle est belle. Ta maman est toujours la plus belle. » Ces moments simples et ordinaires sont devenus des souvenirs gravés à jamais dans ma mémoire. Nous avons fait ensemble toutes les choses que nous n'avions pas eu l'occasion de faire avant. Nous avons regardé le lever du soleil sur le lac, écouté de la vieille musique, lu le même livre. Il ne pouvait plus peindre, mais il aimait me voir dessiner. J'ai commencé à apprendre à dessiner, suivant ses conseils. Je dessinais tout ce qui nous entourait, le chalet, la forêt de sapins, le lac et le visage souriant de Léa. « Tu dessines bien », disait-il toujours, même si mes dessins étaient très maladroits. « À tes yeux, tout ce que je fais est beau, on dirait. » Les jours où sa mémoire était bonne, il me racontait des histoires du passé. Le jour où nous nous sommes rencontrés, notre premier rendez-vous, notre premier baiser. Il se souvenait de détails infimes. La robe que je portais, la chanson qui passait au café. Il disait avoir peur d'oublier tout cela un jour. C'est pour ça qu'il avait écrit dans son journal, pour que, si le jour venait où il ne se souviendrait plus, au moins ce papier se souvienne pour lui. Notre amour, au cours de ces derniers jours, s'est sublimé, devenant plus pur et plus noble. Ce n'était plus la passion de la jeunesse, ni les calculs et les ressentiments du mariage. C'était le sacrifice, la compréhension, l'accompagnement jusqu'au bout. Je prenais soin de lui non par devoir, mais par amour. Il acceptait mes soins non par impuissance, mais parce qu'il savait que c'était la seule façon de m'apaiser. Nous n'étions plus celui qui donne et celle qui reçoit. Nous étions deux personnes partageant une seule âme, marchant ensemble sur le dernier chemin, en s'appuyant l'un sur l'autre. Puis un jour, il m'a dit « Sophie, je veux peindre. »
Je veux peindre un dernier tableau. J'ai été surprise, mais je me suis empressé de préparer le chevalet et les peintures. Ses mains tremblaient trop pour qu'il puisse tenir un pinceau. J'ai dû prendre sa main et peindre avec lui, trait par trait. Il voulait nous peindre, moi et Léa. Il a mis toutes ses forces restantes pour achever ce tableau en une semaine. Techniquement, ce n'était pas un tableau parfait. Les lignes tremblaient, les couleurs bavaient par endroits, mais il s'en dégageait une vie, une âme étrange. Dans le tableau, moi et Léa, nous nous tenions au milieu d'un champ de tournesol, sous un soleil d'or éblouissant. Nous sourions radieusement, vers le spectateur, vers lui. Quand le dernier coup de pinceau a été donné, il a posé le pinceau et a esquissé un sourire satisfait. « C'est beau » a-t-il murmuré. « C'est tout ce que je veux laisser. » Le lendemain, il ne m'a plus reconnu. Il restait simplement assis, silencieux, avec des yeux vides. Mais parfois, quand il regardait le tableau, un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. Leur amour avait finalement vaincu même l'oubli. Le dernier tableau était achevé. Il se tenait sur son chevalet, au milieu du chalet, brillant comme un phare inextinguible. Il se dressait fièrement face à l'obscurité de la maladie et à l'oubli qui rongeait lentement Julien. Il avait mis tout ce qui lui restait dans ce tableau. La dernière force de ses mains tremblantes, le dernier éclair de lucidité dans sa conscience qui s'estompait, et son amour infini pour moi et notre fille. Le tableau n'était pas une simple reproduction d'une image. C'était la vie d'un homme, sa tristesse, son testament silencieux et son adieu plein d'amour. Dans le tableau, Léa et moi nous tenions au milieu d'un vaste champ de tournesol s'étendant jusqu'à l'horizon. Une lumière matinale éblouissante nous illuminait, créant un halo mystique. Je portais la simple robe blanche qu'il aimait, mes longs cheveux flottant légèrement au vent. Mes yeux étaient tournés vers le spectateur, c'est-à-dire vers lui. Mon regard était empreint de douceur, de confiance et d'une profonde sérénité. Léa, dans mes bras, levait les yeux avec ses grands yeux ronds et clairs comme la rosée du matin, souriant de toutes ses dents de lait. Son sourire était si pur, si dénué de toute inquiétude, qu'il semblait que toute la tristesse et le mal de ce monde ne pourraient jamais l'atteindre. Julien ne s'était pas peint dans le tableau. Il avait choisi de rester à la place du peintre, en tant qu'observateur, et en tant que gardien de cet instant de bonheur éternel. Ce faisant, il avait mis dans le tableau tout ce qu'il souhaitait, tout ce qu'il avait prié pour nous. Un avenir radieux, sans tristesse, sans maladie, sans la douleur de la séparation, rempli seulement de soleil et de rire. En effaçant sa propre présence du tableau de notre avenir, il avait voulu que ce tableau soit complet et parfait. Après avoir terminé le tableau, Julien s'est visiblement affaibli. Il n'avait plus la force de se promener au bord du lac, il restait assis ou allongé. Les crises étaient plus fréquentes, et l'oubli terrible effaçait sans pitié sa mémoire. Il a commencé par oublier les petites choses, le nom du médecin qui s'occupait de lui, le menu du repas qu'il venait de manger, et même le sentier qui descendait vers le lac. Mais étrangement, miraculeusement, il n'a jamais oublié ce tableau. Chaque jour, aussi fatigué soit-il, il demandait à être assis devant. Il regardait pendant des heures le portrait de sa femme et de sa fille, et à chaque fois, un léger sourire put se dessiner sur ses lèvres, comme si ce tableau était devenu son dernier ancrage, son dernier lien avec ce monde, avec son amour, et avec l'être qu'il avait été autrefois. Je savais qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps. J'ai appelé ma belle-mère pour lui faire part de la situation. Sa voix était brisée par les sanglots. Elle voulait venir immédiatement, mais je lui ai demandé d'attendre encore un peu. « Madame, il ne reconnaît plus personne en ce moment. Si vous veniez et que vous le voyiez comme ça, vous ne le supporteriez pas. Je vais m'occuper de lui ici. Quand le moment sera venu, je vous appellerai. » En pleurant, elle a accepté. J'ai aussi envoyé un court message au docteur Bernard. C'est la dernière étape. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Être qu'au fond de moi, j'avais encore besoin de quelqu'un pour partager cette douleur, quelqu'un qui comprendrait. Il n'a pas répondu tout de suite. Le message est arrivé tard dans la nuit. Compris. Courage. S'il y a la moindre chose dont tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler. Je serai toujours là. Son message a été comme une étreinte silencieuse envoyée de loin, apportant une petite chaleur dans ces jours froids. Notre chalet en bois est devenu étrangement silencieux. J'ai renvoyé Léa à Paris, chez mes parents. Je ne voulais pas que l'enfant voie la souffrance de son père. Dans ses souvenirs,
Je voulais que son père reste à jamais cet homme en bonne santé qui jouait avec elle et lui faisait des bisous sur la joue. Dans la maison, il ne restait plus que sa respiration faible, le bruit de mes pages qui tournent et le son du vent dans les arbres. Je suis resté entièrement à ses côtés. Je ne lui lisais plus de livres, je ne lui racontais plus d'histoires. Je lui tenais simplement la main et je lui chantais la berceuse que sa mère me chantait autrefois. Dans la nuit d'automne venteuse, maman t'endort. Ma voix tremblait, se brisait, mais je continuais à chanter, en espérant que cette mélodie familière lui apporterait une petite once de paix, quelque part dans sa conscience qui s'estompait. Puis un après-midi, alors que je lui lisais son journal, un miracle s'est produit. J'en étais au passage. J'avais Sophie, notre famille heureuse. Julien, qui n'avait eu aucune réaction depuis des jours, a lentement tourné la tête vers moi. Ses yeux n'étaient plus vides. L'espace d'un très court instant, son regard est redevenu aussi clair qu'avant. Il m'a vu, comme s'il m'avait reconnu. Un regard profond, rempli d'amour. Ses lèvres ont légèrement bougé. « Sophie !» a-t-il murmuré, un son aussi faible qu'un souffle de vent, mais je l'ai entendu distinctement. Mon cœur a explosé. Je me suis penché et je l'ai serré dans mes bras. « Je suis là, Julien, je suis là. » Il n'a plus rien dit. Son regard est redevenu lentement flou, retournant au vide. Mais ce court instant a suffi. J'ai compris. Même si la mémoire disparaît, l'amour reste au plus profond de l'âme, et aucune maladie ne peut l'effacer. Son dernier tableau n'était pas une œuvre d'art accrochée au mur. C'était un héritage vivant, la preuve d'un amour qui avait vaincu même l'oubli. Il avait accompli sa mission. Capturer ce qu'il y a de plus beau chez un être humain, avant que la nuit éternelle ne tombe. Julien est parti un matin de début d'hiver, alors que les premiers rayons du soleil perçaient timidement une brume épaisse. Il est parti très paisiblement, dans son sommeil. Ici même, dans le lit de ce chalet, entouré de moi et de ses plus beaux souvenirs. Quand je me suis réveillé et que j'ai senti sa main dans la mienne, glacée, je n'ai ni crié ni désespéré. Je suis resté assise, en silence, portant sa main à ma joue, essayant de m'accrocher à la dernière chaleur qui restait. Les larmes coulaient silencieusement, mais mon cœur était étrangement serein. Je savais qu'il était enfin libre, libre de la douleur physique, des chaînes de la maladie et de la peur de l'oubli. Il était parti ailleurs. Là-bas, il sourirait, il manierait son pinceau librement. Il resterait à jamais le Julien Moreau fort et talentueux d'autrefois. Les funérailles ont eu lieu sobrement, dans un petit temple au cœur de la forêt de sapins. Conformément à ses dernières volontés, laissées dans son journal. Il voulait être incinéré et que ses cendres soient dispersées sur le lac où nous nous étions retrouvés, où notre amour était né à nouveau. Ma belle-mère est venue de Paris. Elle était très amaigrie, mais son expression était étonnamment calme et sereine. Devant le portrait de son fils, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement joint les mains et a prié longuement. Après la cérémonie, elle est venue à mes côtés et m'a pris la main. « Sophie, » a-t-elle dit d'une voix rauque, « je ne suis pas triste, je suis même heureuse. Il est enfin en paix, il ne souffre plus. Et je te remercie d'avoir été à ses côtés, d'avoir rendu ses derniers jours heureux et pleins. J'ai une dette envers toi que je ne pourrai jamais rembourser. » J'ai simplement secoué la tête. « Non, madame, j'ai juste fait ce que mon cœur me disait de faire. » Nous étions là, deux femmes autrefois liées par l'incompréhension et le ressentiment. Mais devant la mort de l'homme que nous avions aimé, il ne restait plus que la pitié l'une pour l'autre et un sentiment de perte commun et insondable. Pour Léa, la mort était trop difficile à comprendre. L'enfant trouvait juste étrange que sa grand-mère, sa mamie et sa maman soient toutes habillées en noir et aient l'air si tristes. Elle m'a demandé, perplexe, « Maman, il est où papa? Pourquoi on ne le voit plus ?» J'ai pris ma fille dans mes bras et j'ai pointé du doigt le ciel bleu, par-delà les sommets des montagnes. Papa est devenu une étoile dans le ciel, ma chérie, la plus brillante de toutes. Maintenant, à chaque fois que papa te manquera, tu n'auras qu'à regarder le ciel. Il sera toujours là, à veiller sur nous. Léa a levé la tête et a cherché dans le ciel avec ses yeux clairs. Alors ce soir, papa viendra jouer avec moi? Oui, j'ai souri à travers mes larmes. Chaque nuit, papa viendra dans les rêves de sa petite fille. Après les funérailles, j'ai suivi ses dernières volontés. Seul, j'ai ramé jusqu'au milieu du lac, l'urne funéraire dans mes bras. Le lac, clair comme un miroir,
reflétait le ciel bleu. J'ai lentement dispersé ces cendres sur le lac. La poudre blanche s'est mélangée à l'eau et a disparu, comme s'il retournait à la nature, dans le giron de sa mère. Au revoir, mon amour, ai-je murmuré. Repose en paix, Léa et moi, nous allons très bien nous en sortir. Je suis retourné à Paris, mais je ne ressentais plus ce vide immense, car j'étais revenu avec tout de lui, son journal, ses dessins, et surtout, son amour éternel. J'ai accroché son dernier tableau à l'endroit le plus visible du salon. Chaque jour, en voyant nos sourires radieux, je pouvais sentir son regard aimant sur moi. C'était pour moi un grand réconfort et une grande force. Je ne me suis pas remarié avec le docteur Bernard. Il est venu me voir plusieurs fois, exprimant son souhait de prendre soin de nous. C'était un homme vraiment bien, un homme que n'importe qui convoiterait. Et j'étais sincèrement reconnaissante pour ses sentiments. Mais j'ai refusé, doucement mais fermement. Antoine, mon cœur est déjà plein d'une seule personne. Il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Je vais bien toute seule. Je peux très bien élever ma Léa par mes propres moyens. Je souhaite juste que vous rencontriez une autre femme qui pourra vous apporter un bonheur plus complet que moi. Il n'a plus insisté. Il a esquissé un sourire triste mais respectueux et a dit « Compris, Sophie, nous resterons toujours de bons amis. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. » J'ai décidé de vivre seul, de consacrer tout mon temps et mon amour à élever ma fille Léa et à garder le souvenir de Julien dans mon cœur. Les gens ont dit que j'étais stupide, que j'étais prisonnière du passé et que je tournais le dos à mon propre bonheur. Mais ils ne savaient pas. Mon bonheur, ce n'était pas d'avoir un homme à mes côtés. Mon bonheur, c'était de vivre avec les beaux souvenirs d'un amour passé, de voir ma fille grandir en ressemblant à son père par son sourire et son talent, et de mener une vie pleine de sens. Je n'ai pas utilisé les 500 000 € que Julien m'avait laissés pour moi-même. J'ai créé une petite fondation caritative en son nom, la Fondation Espoir Julien Moreau. Une fondation qui aide à financer les frais de traitement des patients atteints de la maladie de Huntington et en difficulté financière. Je ne voulais pas que sa mort soit une fin, je voulais que sa mort soit un nouveau départ, un espoir pour d'autres personnes luttant contre le même destin. Ma vie s'est écoulée ainsi, paisiblement. Léa a grandi, et comme son père, elle a montré un talent particulier pour le dessin. Parfois, l'enfant s'asseyait devant le tableau, pointait du doigt et disait « Maman ». Papa me regarde et il sourit. À chaque fois, je souriais. Mon cœur se réchauffait. Je savais qu'il était toujours là, dans cette maison, dans nos cœurs. Notre histoire, pour beaucoup, peut être une histoire triste. Une histoire de séparation, de maladie, de perte. Mais pour moi, c'est aussi une belle histoire. Une histoire sur le véritable amour. Un amour qui n'est pas possession, mais sacrifice et compréhension infinie. Julien m'a appris cela. Il m'a appris que pour rendre heureuse la personne que l'on aime, il faut parfois la laisser partir. Et que vivre, ce n'est pas oublier quelqu'un, mais se souvenir d'eux, chérir ce qu'ils ont laissé, et mener une vie pleine de sens, pour eux aussi. Notre amour n'est pas mort avec lui. Il est devenu éternel, dans ce tableau, dans mes souvenirs, et dans la vie quotidienne de ma fille et moi. Le silence qui naît d'une bonne intention peut parfois être une lame qui crée des blessures incurables et de la distance. Ne sous-estimez jamais la force de la personne que vous aimez. Donnez-lui la chance d'être à vos côtés, de vous accompagner. C'est là le véritable respect, le véritable amour. Notre histoire est une leçon sur la profondeur de l'amour et du sacrifice, nous rappelant que parfois, les plus grandes batailles se livrent en silence. Et les plus grands amours se prouvent non par des mots, mais par des actes d'un altruisme déchirant.